Alors la vocation de BICSA, c'est de collecter, partager et transmettre. Donc collecter par voie d'inventaire, d'études, de monographie, partager par le biais d'émissions, de programmes, aussi bien pour les enfants que les personnes en situation de handicap, et transmettre, donc rendre accessible par le biais aussi d'une plateforme donc numérique et d'autres types de supports pour rendre cette information-là accessible réellement et que ça sorte en fait des champs intellectuels élitistes et qui soit remis vraiment à la population. BICSA est venu suite à un constat en fait que j'ai établi du fait des différentes actions et interventions menées sur le territoire. Donc 3 constats principaux. Le premier, les questions de patrimoine sont souvent associées, sont souvent connotées aux choses vieillottes, ringardes, poussiéreuses. Le deuxième constat est que la majeure partie de la population connaît finalement assez mal son patrimoine, principalement toutes ces petites choses qui sont dans le champ du quotidien, de la marge, des choses souvent qu'on traite comme étant des pratiques de vieux nègres, moun la campagne, voilà. Et le troisième point, c'est la nécessité de défricher justement les questions patrimoniales parce qu'elles sont trop souvent axées autour toujours des mêmes thèmes, les mêmes thèmes qu'on considère bien volontiers comme étant suffisamment présentables et acceptables pour être constamment traités, alors qu'il y a 1001 autres choses qui sont tout aussi importantes. La vision de BICSA est de montrer que nos patrimoines ne sont pas uniquement des éléments d'animation à la fin de programmes. Ce ne sont pas des éléments qui doivent servir à distraire le public lorsqu'il y a un événement. Au contraire, selon moi, ça devrait être vraiment un outil ressource systémique à partir duquel l'ensemble du fonctionnement de la société doit se penser. Le politique, l'économique, le social, le psychologique, l'historique doivent se penser autour de cette notion-là, de la question patrimoniale et se déployer ainsi. Et non pas l'inverse, c'est-à-dire convoquer le patrimoine comme une chose, comme un accessoire qui viendrait simplement arrondir un peu les bords, mais non, au contraire, il faut décentrer et ramener le fonctionnement de notre société autour de j'ai envie de dire, de ce point central qui est la question patrimoniale, parce que c'est bien la question patrimoniale qui irrigue tous les autres champs de la société. Manya vive bokay nous en disant la Caraïbe, mais aussi au lion la terre, puisque si on comprend les liens qui nous unissent, parce que nous ne sommes pas seuls perdus dans la mer des Caraïbes, l'histoire de la Martinique, c'est l'histoire de la Caraïbe, c'est une tresse d'histoire. Donc il faut déjà bien maîtriser la nôtre pour pouvoir comprendre la tresse beaucoup plus grande, les cercles concentriques autour de nous. J'emploie souvent le mot patrimoine au pluriel parce que je trouve qu'il convient beaucoup mieux à notre réalité sociale historique. La Martinique et de manière plus générale la Caraïbe est composée de l'apport de plusieurs groupes humains et ce serait beaucoup trop réducteur, voire même dangereux, d'imaginer que la question patrimoniale soit une simple question au singulier. Donc c'est pour moi important d'un point de vue méthodologique et pédagogique de bien comprendre que nous sommes face à un patrimoine multiple, divers et varié, et toute la gymnastique intellectuelle que nous devons faire, c'est bien de comprendre ça afin de proposer des activités, des programmes qui soient bien en adéquation avec cette réalité sociale variée. La question identitaire n'est pas un gros mot. Parler d'identité, au contraire, ne devrait pas effrayer. C'est tout à fait légitime. C'est sain. C'est tout à fait de bonne aloi de poser ces questions-là de manière sérieuse. Et il faut de la donnée pour pouvoir amener des débats qui soient sereins, qui soient constructifs. Et c'est ça aussi
la vocation de Bixa, donner les clés, les éléments, la matière nécessaire pour pouvoir avoir des débats qui soient constructifs et permettent à la société d'évoluer positivement. Oui, alors une anecdote, justement quand je fais référence à la tresse d'histoire qui nous compose, je me suis rendue en Inde, à Pondichéry, pour mener un travail ethnographique. Et donc je passe 3 mois là-bas. Je réalise, une fois arrivée à Pondichéry, donc dans le Tamil Nadu, qu'effectivement, mon grand-père maternel est d'origine, d'ascendance indienne. C'est-à-dire que sur son faciès, ce n'est pas, il n'est pas l'archétype de l'Indien tel qu'on le conçoit habituellement. Parce qu'en voyant les habitants du Tamil Nadu, je réalise que je vois mes oncles, en fait, un oncle en particulier, un des fils de mon grand-père, et c'est vraiment frappant. Et là, j'ai en écho mon grand-père maternel qui me dit que le monsieur qui l'a élevé n'est pas son père biologique et que son père biologique était un Indien qui travaillait sur une habitation au quartier Josso à Rivière-Pilote. Donc, moi qui ne suis pas du phénotype, qui n'ai pas de représentation physique indienne telle qu'on l'imagine, je suis donc aussi, j'ai des origines donc indiennes par mon grand-père maternel. C'est cette complexité de notre réalité locale, caribéenne, qui est intéressante et qui doit nous éviter absolument de tomber dans l'écueil du tout unique. Nous sommes multiples, quand bien même cela ne se verrait pas immédiatement de prime abord en nous regardant. Alors j'ai fait des études d'archéologie avant l'ethnologie, archéologie du Proche-Orient, ce qui m'a amené à faire des fouilles en Israël notamment, spécialisée dans le néolithique, alors vraiment loin des préoccupations de patrimoine dans le bassin caribéen. Et après avoir passé 10 ans en France hexagonale, j'ai vraiment voulu rentrer en Martinique. Donc j'ai choisi de bifurquer en anthropologie sociale et culturelle, spécialisée dans les sociétés des Amériques. Et ça m'a permis donc de pouvoir rentrer chez moi, ce qui n'a pas été du tout évident au début, puisque les sciences humaines ne sont pas une discipline qui spontanément suscite forcément l'adhésion quand on rentre chez soi, et ça demande un travail de pédagogie, d'explication. Donc, comme bon nombre de mes compatriotes, j'ai connu pas mal de difficultés pour pouvoir m'insérer dans le monde du travail. Et j'ai donc décidé de créer ma propre structure en 2008 pour pouvoir commencer à explorer tous ces champs qui méritent de l'être. Alors, Bixa, c'est la moitié du nom latin du roucou, qui est Bixa orellana. Pourquoi le roucou? Le roucou fait partie des plantes, on va dire, totémiques que nous partageons en commun dans tout le bassin caribéen et qui sont des plantes qu'on retrouve à chaque étape de notre vie, de notre quotidien. On l'utilise aussi bien, donc le roucou, pour se protéger du soleil, dans la cuisine, pour aussi rentrer en connexion avec le monde invisible et donc les ancêtres et l'au-delà. Donc c'est une plante, du fait de mon activité en ethnologie, c'est une plante qui est très intéressante et d'autant plus intéressante qu'elle signe et qu'elle marque ma provenance géographique. Bixa intervient déjà dans les écoles, auprès des lycéens, auprès d'étudiants aussi. Donc il y a ce travail de transmission qui se fait. La connaissance, je ne la garde pas pour moi. Au contraire, je suis plutôt, et Bixa est un facilitateur. C'est juste la porte que nous ouvrons pour permettre à d'autres de pouvoir s'insérer dans ce mouvement et poursuivre ce travail qui est initié. Donc il y a vraiment une nécessité de collaboration pour pouvoir mener à bien cette tâche qui est très grande. Et très honnêtement, Bixa rejoint déjà le travail de terrain que d'autres ont commencé à réaliser, mais que d'autres mènent aussi. Il faut urgemment noter, marquer, conserver cela parce que c'est le legs
de la société, de la jeunesse en fait, à venir de moi, de ma fille, de mes futurs petits-enfants, c'est fondamental qu'ils puissent trouver la ressource nécessaire pour se penser en tant que Martiniquais dans ce monde globalisé et pouvoir être à l'aise justement face à tous ces impératifs qui viennent de l'extérieur. Être bien, savoir d'où on vient, c'est fondamental pour pouvoir se projeter avec beaucoup plus d'aisance en dehors de son écosystème naturel. Donc oui, vraiment c'est important. La mission première de Bixa, c'est un inventaire systématique de la parole, des gestes, des petits gestes, des silences aussi, parce que les silences disent énormément. On a tendance toujours à s'arrêter sur le belait, c'est très bien, le damier, c'est très bien aussi, les combats de coq, c'est très bien, mais il y a tout un tas de petites choses quotidiennes que nous faisons, qui ont l'air tellement anodines. L'inconvénient, c'est que lorsque ces choses-là ont disparu, on se rend compte qu'il y a un problème. Parce que ce sont ces petites choses qui font le ciment, le liant et qui tiennent en fait la société. Donc il faut un inventaire systématique de qui nous sommes, véritablement. Bixa est plus qu'un projet, c'est vraiment un choix de vie, j'ai envie de dire. Alors effectivement, ça correspond à une activité économique qui est visible par la réalisation de monographies, d'inventaires, etc. C'est venu de mon histoire personnelle. Je suis la petite fille d'une véritable descendante d'esclaves. Je m'explique. La mère de mon grand-père, donc mon aïeul, qui est décédé à l'âge de 107 ans, Montlis, de Rivière-Pilote, sa mère était donc esclave sur une habitation au Marin, et j'ai connu donc mon aïeul de mon vivant jusqu'à l'âge de 25-26 ans, donc assez grand. La question de l'esclavage, du coup, et de la transmission d'informations prend tout ce sens. Ce n'est pas une chose abstraite. Elle s'est réellement incarnée dans mon histoire familiale et je suis bien le fruit direct de cette lignée-là. Et pour moi, c'est fondamental parce que nos anciens disparaissent. Beaucoup d'entre eux ne transmettent pas l'information. D'ici une génération, il y aura un fossé et je dis bien à la limite, voire même une catastrophe sociale, historique en Martinique si dès à présent, de manière très urgente, on ne prend pas l'initiative de battre vraiment chaque pan de notre société pour inventorier, donc collecter, partager et rendre disponible cette information. C'est fondamental. Donc Bixa, c'est vraiment la rencontre de tout ça. Mon histoire familiale personnelle, mon intérêt pour la réalité, notre vie, toutes les inventions que nous avons, dont nous avons bénéficié par la présence de ces anciens, par le travail acharné pour trouver des solutions pour vivre et survivre. Et puis, donc, notre devoir, c'est de faire en sorte que ces connaissances-là, qu'elles soient bien comprises, qu'elles soient bien collectées pour pouvoir les transmettre et permettre aux futures générations de pouvoir les utiliser comme socle pour remporter le défi de l'avenir auquel ils sont confrontés. Si j'ai un message à transmettre qui serait important selon moi, c'est vraiment d'inciter tout un chacun, là où il est, chez lui, dans son entourage, quel que soit l'âge, avec les moyens dont il dispose, posons des questions. Intéressons-nous à notre quotidien, aux petits gestes, pas uniquement aux grands moments flamboyants, démonstratifs. Non, les choses qui se font dans l'intimité de la famille, les rituels, les rites, les traditions de chacun, c'est fondamental. Parce que c'est ce travail, en fait, collaboratif qui va permettre de gagner du temps et d'avoir vraiment une vision la plus exhaustive possible de qui nous sommes. C'est fondamental. Et puis un deuxième point, bien sûr, j'invite tout le monde, ou en tout cas ceux qui le souhaitent, à suivre Bixa sur Instagram, Facebook, ou au contraire à s'inscrire à la newsletter.